continue de financer des formations à coût de milliards sans jamais retenir ses diplômés. Car oui, former un médecin ou un ingénieur, ça coûte très cher. 2,5 milliards de dirhams en moyenne, selon les estimations pour un ingénieur marocain formé dans une école publique. Des millions de dirhams pour un médecin qui finira par exercer en France, en Allemagne ou au Canada. Une question se pose alors, jusqu'à quand allons-nous financer les talents de l'Europe et de l'Amérique du Nord comme s'ils en avaient besoin? On ne parle pas seulement de quelques individus en quête d'un avenir meilleur, on parle là de la colonne vertébrale d'une économie moderne qui s'érode chaque année. Et pourtant, l'émigration continue de prospérer sans que l'État ne mette en place des véritables stratégies pour limiter ce phénomène. Alors pourquoi me diriez-vous? Bien d'abord parce que tout simplement on ne peut pas empêcher les gens de circuler librement, et aussi parce que les transferts de la diaspora marocaine rapportent gros. Chaque année, les Marocains du monde injectent 8% du PIB national, permettant à des milliers de familles de survivre, de scolariser leurs enfants, d'investir dans l'immobilier. Mais ce modèle est-il pour autant viable à long terme? L'émigration n'est pas un problème en soi, c'est l'absence d'une stratégie pour en tirer profit qui peut éventuellement nous inquiéter. Pendant que d'autres pays investissent dans l'innovation pour garder leurs meilleurs talents, bien le Maroc regarde partir ses talents sans forcément réagir. Et si demain nous nous retrouvions avec un pays sans médecins, sans ingénieurs, sans chercheurs, un esprit chagrin vous dira bien que c'est déjà le cas. En tout cas, nous allons en parler avec non pas deux esprits chagrins, mais deux esprits vifs et lumineux, Mustafa El-Jay et Youssef Salehi, que j'ai le plaisir de retrouver dans le studio Khadija Sifi. Youssef Salehi, bonjour. Bonjour. Notre expert comptable et analyste économique que nous avons du plaisir à retrouver. Mustafa El-Jay à ma droite, notre professeur d'économie à l'université Hassan II de Casablanca, que j'ai le plaisir également de retrouver aujourd'hui. Bonjour, c'est Mustafa. Bonjour, c'est Blali. Ramadan Barak Saïd. Alina Olik, merci beaucoup. Alors, c'est un sujet que nous avons abordé à plusieurs reprises, la fuite des talents. J'ai en mémoire comme ça une de nos confrères de l'Économiste, 600 ou 700 ingénieurs qui quittent le pays chaque année. Et c'est vrai que c'est... Bon, les chiffres, certains responsables les mettent ou les remettent en question ou en cause. Mais ce qui est sûr, c'est que nous assistons depuis pas mal d'années à un phénomène de l'exode de la matière grise de ce pays, des talents formés localement, qui partent, et c'est tout à fait naturel et compréhensible, chercher un meilleur avenir sous d'autres cieux. Comment vous évaluez aujourd'hui l'ampleur du phénomène et son impact sur le développement socio-économique du pays? C'est un phénomène qui est préoccupant. J'ai pu quand même analyser les chiffres. C'est très préoccupant. C'est une menace qui est quand même évidente pour le développement socio-économique du pays. Il y a un chiffre qui m'a interpellé. Quand même, on parle ce phénomène-là coûte à l'économie marocaine entre 0,1 et 0,25% du PIB. C'est un chiffre qui est quand même pas négligeable, d'autant plus que vous l'avez cité dans votre brillante introduction sur le sujet. Vous avez dit justement que former des médecins, ça a un coût. Pour former un médecin... Franchement, j'ai été surpris en préparant l'émission de voir l'ampleur des dégâts. 2,5 milliards en moyenne pour former un ingénieur tout au long du processus, bien évidemment. 2 millions, pas un milliard. Non, milliard. Non. 2 millions, pardon. 2 millions. C'est 200 000 dirhams par an. Pardon, je m'enflamme. Non, 2 millions. 250 000 euros en moyenne, c'est ça. 2,5 millions. Pour former un médecin, on parle de 140 000 dirhams par an. Par an, ça fait plus ou moins 1 million sur les 10 ans. C'est beaucoup d'argent, et vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, justement. On est en train c'est un coût qui est quand même colossal pour l'économie. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure du chiffre de 0,1% à 0,25% du PIB. C'est un phénomène qui est mondial, généralisé, parce que justement, il y a des métiers qui sont en tension, notamment, par exemple, dans des domaines précis, notamment la médecine aussi. La médecine, la technologie, les sciences. Rappelez-vous juste, par exemple, pour les médecins, si on veut faire un focus sur ce domaine-là, on a actuellement, nous comptons 23 000 médecins. En Maroc, l'OMS parle, d'après les normes de l'OMS, il nous faudrait 55 000. Donc, on n'a pas besoin des normes de l'OMS pour constater qu'il y a un manque flagrant effectivement de personnel médical. Exactement. Le déficit est de presque 32 000 médecins. Mais on sait où ils sont justement. C'est ça le problème. C'est ça. On sait où ils sont, ceux qui sont formés. Exactement. Et vous l'avez dit tout à l'heure aussi, c'est que entre 10 000 et 14 000 médecins exercent à l'étranger. C'est presque la moitié du déficit. Donc c'est un phénomène qui est alarmant, préoccupant justement.
Et même au-delà de la médecine, si on regarde d'autres domaines, nous aussi, notre métier est concerné par cette fuite des cerveaux, il faut le dire. Et on connaît tous dans notre entourage des personnes qui ont décidé, bien établies, des hauts cadres. D'après les chiffres aussi, on parle chaque année, le Maroc perd entre 20 et 30% de ses cadres. Il y a un autre classement qui a été publié en 2021 qui classe le Maroc en 95e position sur 154 pays, parmi les pays qui n'arrivent pas à retenir les cadres. Donc tout ça, c'est un phénomène qui est quand même très, très préoccupant et le constat est là. C'est pas et d'ailleurs il faut déjà se poser des questions pourquoi on n'arrive pas à retenir les jeunes, et c'est pas uniquement pour l'attractivité des autres pays, parce que justement il y a des efforts à faire, que ce soit d'un point de vue notamment je dirais reconnaissance financière, justement pour pouvoir conserver et maintenir. Et moi, ça m'interpelle de voir quand même des personnes remarquables qui quittent du jour au lendemain le pays comme ça en quête d'un avenir meilleur. Et là où le bas blesse, c'est quand vous apprenez que certaines personnes qui quittent le pays pour aller chercher un avenir meilleur sous d'autres cieux ne le font pas forcément uniquement pour des considérations financières ou pécuniaires. Oui. C'est là où le bas blesse, parce qu'à la limite, si c'était une question d'argent, on pourrait éventuellement comprendre. Mais quand vous entendez, quand vous parlez à des gens qui ont fait le pas et qui vous disent que pour certains, ils vont même gagner dans un premier temps beaucoup moins que ce qu'ils gagnaient ici au Maroc, là, vous vous posez les vraies questions. Pourquoi ces gens-là partent? Et c'est là la vraie question. Mais en même temps, comme je disais tout à l'heure, si d'un côté on forme des jeunes talents et qu'ils s'expatrient, c'est un manque à gagner pour l'État et pour le développement du pays, mais en même temps, vous ne pouvez pas empêcher les gens de circuler librement. Donc c'est la raison pour laquelle cette question, cette problématique est quasiment insoluble. Il est quasiment impossible de retenir un talent contre son gré, s'il veut s'expatrier. Alors qu'est-ce qu'on fait, Moustapha Djei? Écoutez, je pense que dans votre préambule, vous avez dit le plus important, si ça va compléter, et juste peut-être un petit complément, c'est que tous ces hauts cadres qui quittent et qui souvent brillent au niveau mondial, on l'a vu durant le Covid, les plus grandes sommités étaient marocaines, pas la peine de citer les noms, et on a vu parfois que c'est des gens qui partent plus pour peut-être l'environnement, parce qu'ils veulent trouver un cadre de travail plus épanouissant, des laboratoires, de la recherche, et ce qui est regrettable, c'est que si je prends le cas de M. Slaoui, pour ne pas le nommer, il avait dit qu'il est venu, après son doctorat, ici au Maroc, chercher un travail. Il n'a pas trouvé un environnement sain et il a été ailleurs. Et vous voyez ce qu'il a atteint. La même chose pour d'autres jeunes qu'on a vus dans d'autres équipes de recherche, pour ne rester que dans la médecine. Mais quand on voit dans tous les domaines, même dans les domaines scientifiques pointus, comme la batterie électrique avec les amis, c'est pas la peine de citer des noms, c'est tous. On les connaît. On voit que les Marocains excellent parce qu'ils sont dans un cadre de travail d'abord où il y a un grand épanouissement, il y a des laboratoires de recherche très pointus. Et vous avez dit une chose importante, au Maroc, malheureusement, on n'a pas une vision stratégique pour retenir ces compétences, même au niveau on n'a plus d'ailleurs de ministère des Marocains du monde, parce qu'on ne les appelle plus MRE maintenant, c'est même des hauts cadres, les Marocains du monde. C'est devenu un département. Et on ne voit pas très clair, honnêtement, sur plusieurs aspects. Il n'y a pas que dans l'un de ses derniers discours, Sa Majesté avait fait le focus Sa Majesté a insisté. Heureusement que Sa Majesté insiste. Moi, je parle au niveau du gouvernement, de l'exécutif. C'est un département qui est dans un grand ministère qui a plusieurs préoccupations. Or qu'à mon sens, ça mérite au moins, on s'attendait, un secrétariat d'État. Parce que vous l'avez dit, c'est 8% du PIB, c'est 117 milliards de dirhams. On va peut-être en parler. On va parler maintenant. C'est le deuxième volet, heureusement qu'on a cette soupape qui améliore. On parle d'au moins 5,5 millions de nos Marocains qui sont à l'étranger. C'est une diaspora effectivement qui compte beaucoup économiquement pour le pays, avec les transferts en devises d'ailleurs, chacun que l'on. À un moment donné, c'était le premier secteur générateur de devises au pays. Je ne sais plus si c'est le cas ou si l'industrie aéronautique a repris. L'automobile, 117 je me milliards. rappelle très bien, c'était aux alentours de 2015-2016. Vous avez raison. Le premier secteur au Maroc générateur de devises, c'était les transferts des MRE. Bon, ça nous donne un petit peu l'importance et le poids de nos Marocains du monde. Bon,
d'un côté, effectivement, ce sont des transferts qui sont essentiels quasiment aujourd'hui pour la stabilité économique du pays. Mais d'un autre côté, est-ce que ce n'est pas justement la béquille qui maintient tant bien que mal une économie fragile qui perd chaque année ses talents et est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas inverser la logique et essayer soit d'attirer ceux qui sont déjà partis ou de retenir ceux qui veulent éventuellement suivre leurs prédécesseurs. Mais c'est un phénomène qu'on observe aussi. C'est le chemin bien sûr. inverse aussi. Il ne faut pas le nier. Il y a des personnes, notamment, qui décident de créer leur société ici. Et nous, on les rencontre régulièrement. Donc, des Marocains qui Oui, mais vous savez ce qu'on reviennent. dit. C'est comme les poissons volants. Ça existe, mais ça ne représente pas la majorité de l'espèce. Oui, sinon ça saurait si on avait 5 millions qui rentraient d'un coup. Non, on n'a pas les chiffres, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi ce phénomène-là récemment de personnes qui décident de revenir. Pour parler aussi de la médecine, c'est très préoccupant parce qu'il y a aussi un chiffre, je ne sais pas si vous l'avez cité tout à l'heure, mais entre 600 et 700 médecins par an quittent le pays. Oui. Entre 600 et 700, et ça représente presque 30% des diplômés. Donc, parmi les solutions, et d'ailleurs, si on parle de solutions, il faut aussi penser à former plus. Parce que, comme vous l'avez dit, on ne peut pas prendre leur passeport et leur dire vous ne pouvez pas quitter le territoire parce qu'on a besoin de vous. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut former, on doit former plus de médecins. Le secteur aussi qui souffre d'une saignée en matière de capital humain, c'est les métiers de l'IT qu'on n'a pas. Surtout les ingénieurs informatiques. Mais franchement, c'est. Mais c'est vraiment une saignée. Je discute avec... Parce qu'ils sont très demandés, ils sont gracieusement rémunérés sous d'autres cieux, et le choix est vite fait. Vous vous rendez compte, il y a quelqu'un qui me disait un jour que toute une promotion d'une grande école d'ingénieurs... C'est barré. Oui. Tu m'étonnes. Oui. Quand vous touchez 10 fois plus que ce qu'on vous propose ici, vous partez en fait. D'autant plus que l'environnement est meilleur ailleurs. Et bon... On va poursuivre le débat juste après le journal de 9h avec Morad Baba. Il est toujours là parmi nous. Lui, il n'a pas encore pris la décision de s'expatrier. Quoique, peut-être que ça risque de changer. Morad Baba pour le journal et on se retrouve juste après. À tout de suite. La suite des décodeurs d'Atlantique Matin en ce mardi 11 mars 2025 avec Mustafa Al-Jay et Youssef Salihi. On parle ce matin de la fuite des cerveaux marocains. Le constat, on l'a fait en première partie d'émission. Maintenant, ce qui serait peut-être intéressant d'évoquer, c'est qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement, qu'est-ce que les responsables politiques peuvent éventuellement faire, non pas pour interdire aux uns et aux autres d'aller chercher un avenir meilleur sous d'autres cieux, mais de les inciter tant bien que mal à rester dans leur pays qui les a formés, dans lequel ils ont grandi et dans lequel ils participeront activement à son développement économique. Dit comme ça, vous pouvez me dire que ce sont des mots qui ne veulent rien dire, mais ça reflète aussi une certaine forme de projection positive vers l'avenir, d'autant plus que nous sommes condamnés à réussir pas mal de chantiers très importants à court moyen terme. Donc, à votre avis, est-ce qu'il y a des leviers à activer pour essayer de retenir le maximum de médecins formés localement, d'ingénieurs et autres travailleurs dans différents secteurs d'activité? Ou est-ce que c'est une fatalité? Un environnement propice, ça veut dire, par exemple, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas les empêcher de partir, mais peut-être former plus. Comme ça pourrait être une solution, former plus pour au moins limiter un peu le nombre de départs aussi, proposer, je dirais, pour le secteur de la santé, des conditions de travail meilleures. Parce que parmi les questions qui ont été posées à ces médecins, ils ont dit qu'ils déplorent quand même les conditions de travail. Donc améliorer les conditions de travail des médecins notamment. Aussi penser peut-être à une reconnaissance financière leur payant le prix, je dirais pas le même prix, mais le même salaire, mais au moins essayer de leur offrir ou de leur faire des propositions décentes pour qu'ils puissent rester, parce qu'on ne peut pas concurrencer
les pays du Nord. Ouais, les économies développées. Si vous voulez, ça c'est une réponse qui est évidente. On ne peut pas concurrencer les pays du Nord, mais il n'y a pas de prix par rapport au fait de rester dans son pays. C'est-à-dire que c'est très important. Donc, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On ne peut pas vraiment... on peut jouer sur ça aussi, essayer de les convaincre que justement le pays offre quand même un cadre de vie agréable, etc. Mustafa Al-Jaï, même question. Voilà, donc peut-être juste pour compléter, moi donc d'abord il faut former plus, comme ça la part des hauts cadres qui quittent en pourcentage, parce que là on parle de 600, 700 médecins, si on forme chaque année par exemple 5000 ou 6000 médecins, le pourcentage devient faible et ces jeunes-là Ou alors vous aurez 2000, 3000 qui quittent le pays si vous formez 5000. Oui, vous savez, non, mais il y a plusieurs volets. C'est arithmétique. C'est clair, mais il faut aussi les motiver pour rester avec des conditions de travail très intéressantes et il faut le dire avec des conditions matérielles. Il n'est pas normal qu'un jeune médecin qui fait 4 ans de spécialité reçoit une indemnité de 7000 ou 8000 dirhams. J'en connais des cas, même de familles. À la rigueur, c'est ses parents qui lui donnent le complément pour louer, surtout dans des grandes villes. Donc, quand ils vont en Allemagne... Très bien. Non, mais le problème, il est bien posé. Tout le monde est au courant des niveaux de rémunération des uns et des autres. Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que l'État, par exemple, a les moyens de rémunérer correctement, d'augmenter le niveau de rémunération des médecins et autres talents formés localement? Je pense que l'État doit faire un effort. D'accord, doit faire un effort pour pas être au même niveau que ces pays développés, mais au moins pour que ces très hauts cadres aient une vie décente, au moins durant surtout le début de leur carrière. Donc il faut faire un effort. Il y a aussi les conditions de travail. Et l'a souligné, il faut voir l'état dans lequel ces jeunes médecins travaillent en termes, je dirais, d'infrastructures, en termes d'équipement, etc., etc. Quand vous discutez avec ces jeunes-là, les conditions sont catastrophiques. Maintenant, il y a un point fort, c'est que le Maroc est en train de changer. On est à la veille de gros chantiers. Il y a donc une nouvelle dynamique. Il faut aussi les motiver pour s'inscrire dans cette nouvelle dynamique que le Maroc connaît au moins d'ici 2030. Et c'est pour cela qu'on voit que beaucoup parfois de très hauts cadres font des efforts et reviennent au Maroc à des conditions moindres, mais pour contribuer aussi, il y a aussi un sentiment d'appartenance qu'il faut inculquer auprès de ces jeunes et contribuer au développement de leur pays. Il ne faut pas oublier aussi que ces jeunes ont fait leurs études pratiquement aux frais de l'État et que l'État, comme on a dit tout à l'heure, a investi entre 100 et 200 000 dirhams, ça dépend des spécialités par an. Il faut aussi qu'il y ait un sentiment d'appartenance et un sentiment de reconnaissance pour que ces jeunes participent au développement de leur pays. Oui, aussi, j'ai envie de dire que un point très important que vous avez souligné, CG, c'est que justement, on parle de brain drain, ça veut dire la fuite des cerveaux, mais on parle aussi de brain gain, ça veut dire que... Et c'est là aussi une solution, parce qu'on ne peut pas les empêcher de partir, mais on peut les convaincre de revenir aussi. Donc il faut prévoir des actions auprès des consulats dans des pays comme la France, notamment l'Allemagne, et justement, là où il y a... Mais généralement, ce qui se passe, c'est qu'ils reviennent pour la majorité, mais ils reviennent une fois que leur carrière est quasiment faite ailleurs. Ils reviennent pour... Vous voyez ce que je veux dire? Ils reviennent à partir de la cinquantaine. Voilà, ils reviennent pour profiter d'un cadre de vie qui est agréable et de retrouver la terre-mère. Mais la famille, etc. Le pays ne profite pas. Il y en a qui partent et qui reviennent au bout d'une année ou 2 ans parce que leur pouvoir d'achat s'effrite par rapport à ce qu'ils avaient ici au Maroc. Il ne faut pas l'oublier. Encore une fois, les poissons volants, ça existe, mais ce n'est pas la majorité de l'espèce. Non, mais ça existe, mais ce n'est pas la majorité. Vous savez très bien que la grande majorité des talents marocains qui s'expatrient font une bonne partie de leur vie ailleurs et reviennent. Donc il faut qu'on fasse des efforts pour les faire revenir. L'exemple de l'Inde, il est quand même frappant parce qu'ils ont même, après l'élection de Donald Trump, l'idée c'était de faire quand même, de convaincre cette population indienne qui est sur place aux États-Unis, de les convaincre de revenir parce qu'il y a une alternative. Vous serez pas Ils sont 1,5 milliard. Vous ne serez pas régularisé, mais c'est des cerveaux qui vont
qui vont contribuer au développement socio-économique du pays. Lui aussi, c'est un cerveau. Karim Droné pour les infos de 9h15. À tout de suite. Fin des décodeurs d'Atlantique matin, toujours avec Saïd, Mustafa Al-Jay, pardon. Il n'y a pas un Saïd parmi nous. Mustafa Al-Jay et Youssef Salehi. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30. Peut-être un dernier mot sur le premier sujet avant de parler de Donald Trump et de sa politique de taxes. Peut-être qu'il y a aussi une autre façon de voir le problème, si on peut éventuellement parler d'un problème. Bon, si vous partez du principe que vous ne pouvez pas empêcher les gens, quoi que vous fassiez, d'aller envisager leur avenir ailleurs. Bon, il y a aussi l'alternative de faire en sorte que le Maroc soit de plus en plus une terre d'immigration pour d'autres talents qui viennent d'autres destinations. Et je pense notamment à l'Afrique subsaharienne. Et dans ce sens, nous sommes même en concurrence avec des pays comme la France, qui, vous savez qu'en France, vous avez un passeport talent. En 2-3 jours, si une entreprise française a besoin d'un talent bien particulier qui manque au niveau local, elle peut aller le ramener du Sénégal, du Maroc, de la Tunisie, et ça passe crème rapidement en 2-3 jours. Allez recruter, parce que ça, le sujet, je l'ai évoqué avec un directeur d'une entreprise de cybersécurité marocaine qui m'a raconté le parcours du combattant pour une entreprise marocaine d'aller recruter un talent africain subsaharien pour venir travailler au Maroc. Donc là aussi, peut-être que là pour le coup, c'est une solution qui me paraît assez simple à mettre en place pour essayer d'attirer. Ça ne va pas appauvrir déjà ces pays-là qui souffrent aussi. Oui, mais le monde aujourd'hui, vous savez, tout le monde circule. Si vous avez des Marocains qui partent travailler à l'étranger, peut-être que des Sénégalais, des Hongrois, des Brésiliens peuvent venir travailler au Maroc. C'est une solution alternative. En plus, rappelez-vous ce qui s'est passé en mois de février avec le fameux épisode de recrutement de 800 infirmières égyptiennes. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, non? Non. Ça a un peu fait... Recruté ici? Oui, au Maroc, c'était une information qui a été divulguée par le ministre de la Santé égyptien. C'est une information qui a été relayée par les médias, la presse, et du coup, ça a été démenti après par l'acteur principal du secteur au Maroc pour dire que... L'acteur privé. Oui, et pour dire que justement... juste pour que les uns et les autres sachent qui on parle. Oui. Et du coup, ça a été justement, ça a été démenti. Mais on sait bien qu'il y a des secteurs où il y a vraiment une tension, vous l'avez dit. Ça, c'est une solution qui a été pensée. Parce que justement, quand vous ne trouvez pas de talent à recruter dans des domaines particuliers, il faut s'ouvrir à d'autres pays. Le secteur, notamment les ingénieurs IT. Vous savez, en Tunisie, qui est un pays qui nous ressemble un peu, ils ont un ordre des ingénieurs. Et parmi les membres inscrits au niveau de cet ordre, presque la moitié a quitté le pays. Je discutais avec des consultants en Haïti, mais... la Tunisie, c'est vrai qu'on traverse actuellement une période très compliquée. Très difficile. Et je suis étonné que l'autre moitié reste, pour tout vous dire. Mustafa Al-Jay, un dernier mot sur le sujet ou on parle de Donald Trump? Non, pas ça. Donald Trump. Moi, je pense que pour ces pays africains, ils ont besoin de leur aussi. Vous savez, Adil, la situation pourrait s'aggraver aussi. Vous avez parlé tout à l'heure du visa express ou le passeport talent. Ça pourrait s'aggraver parce que justement, il y a des pays qui proposent aussi de la nationalité. Bien sûr. Sur une courte durée. 5 ans, vous avez la nationalité. 3 ans, vous avez la nationalité avec des conditions plus ou moins allégées en matière d'accessibilité ou d'accès à cette nationalité qui est bien évidemment très alléchant pour des jeunes qui s'exportent bien, attention. Dans plusieurs domaines, vous avez souligné tout à l'heure, Sylvain, justement le secteur de la santé, pas que, il y a beaucoup de talents marocains dans la finance. Vous vous rendez compte, dans notre métier, par exemple, nous, moi-même, j'étais pas mal de fois sollicité par des cabinets, que ce soit au Luxembourg notamment, pour un peu s'exporter ou s'expatrier. J'en ai discuté même avec dans tous les domaines juridiques, des avocats, des financiers, des analystes financiers. C'est ça. On a fait une grande conférence à Rotterdam. Et vous êtes resté? Oui, moi j'ai pris la décision de rester. Je suis devant vous. Donc... Bien joué, mal à Et juste un dernier point avant de passer à un autre sujet, si vous permettez. Oui. Il y en a qui critiquent quand même la qualité de l'enseignement public, mais on voit bien que
que nos talents s'exportent bien. La formation, notamment en médecine au Maroc, que ce soit des écoles d'ingénieurs. Je pense qu'il faut. Oui. Vous savez, les nihilistes, vous avez beau essayer de les convaincre que certaines choses se font bien, ils ont des idées fixes et vous aurez du mal à leur faire changer d'avis. Les médecins marocains, les ingénieurs sont très prisés à l'international. La réalité, elle est nuancée. Il y a une très bonne formation dans certaines filières, pas dans d'autres, c'est vrai. Mais on a un problème, à savoir que par la suite, les débouchés pour ces talents formés ne les convainquent pas. Et puis l'autre problématique, c'est l'exode massif de ces talents. Il faut aussi passer au deuxième sujet. Pour conclure, c'est bien. Sur ce volet-là, vous ne voulez pas parler de Donald Trump? Non, il va se fâcher. Et s'il se fâche, attention. Honnêtement, on a besoin d'une vision claire, d'une analyse pointue. Sur cet aspect-là de ministère qui a en charge les Marocains du monde et une stratégie très claire. Oui, parce que je pense pour le moment, il n'y a pas de vision. Vous avez eu raison de reprendre la parole parce que effectivement, ce sujet, il est abordé par nous autres représentants des médias. Je lis des articles quasiment tous les mois sur ce sujet-là. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, il y a un manque de... Il n'y a pas de diagnostic précis, il n'y a pas de vision. De prise de parole d'un responsable politique pour dresser un constat, le tableau, et préparer une alternative. Ça manque. Et donc, vous avez eu raison de prendre la parole pour dire ça. Donald Trump, les taxes, le grand bluff, c'est ça la question. Parce qu'on se rend compte qu'après quelques jours, en 3 jours à peine, les droits de douane de 25% qui devaient être imposés, notamment au Canada et au Mexique, début février, ont été retardés d'1 mois dans la foulée et sont devenus effectifs il y a quelques jours avant d'être annulés et reportés jusqu'au 2 avril, date d'entrée en vigueur des droits de douane dits réciproques. Donc moi, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt cette... De toute façon, tout ce que fait Donald Trump intéresse tout le monde. Donc j'ai suivi un petit peu Chaque matin, il y a une décision. C'est ça, j'ai suivi un petit peu sa stratégie et sa façon de faire. Et j'ai comme l'impression qu'en bon négociateur qu'il est, il joue au bluff avec... les pays concernés, le Canada, le Mexique, pour avoir un maximum de... La Chine, le rapport, il est un peu plus coriace avec les Chinois, mais surtout avec le Mexique et le Canada. J'ai l'impression qu'il essaie, à travers ces menaces d'imposer leurs produits, de les contraindre à faire exactement ce qu'il veut. Donc la question, est-ce qu'il est en train de bluffer? Parce que certains pensaient que c'était véritablement le fond de sa pensée, qu'il fallait taxer les produits canadiens et mexicains pour le bien-être des Américains et pour le bien de l'économie américaine. Oui, si vous le qualifiez de bluff, la réalité est autre parce que justement, ça impacte les marchés financiers. Et ça affole les marchés financiers, ce genre de prise de parole ou de décision, carrément, parce qu'on parle de décision. C'est vrai que vous l'avez dit, on a aujourd'hui un sursis d'1 mois sur les droits de douane, oui, c'est vrai. Mais est-ce que le sursis va être reconduit? On ne sait pas. Mais le sursis, c'était suite à vraisemblablement un lobbying du secteur automobile. Parce que justement... Oui, parce qu'il est contesté, Donald Trump, en interne sur ses décisions, parce que ça impacte certaines filières économiques très importantes aux États-Unis. C'est pour ça que je parle d'un grand bluff, parce que peut-être qu'il n'a pas mesuré la portée ou l'impact de sa décision. Oui, ça pourrait être un bluff. D'ailleurs, d'après le Donald Trump, il y a trois portées de ce genre de mesures. Il s'agit pour lui d'une bonne recette fiscale, c'est vrai. L'augmentation de droits de douane. Oui, mais il y a des conséquences négatives. Deux, pour lui, ça protège la production, l'industrie locale et les emplois. C'est vrai. 3, vous l'avez dit tout à l'heure, il pense que c'est un levier de négociation pour mettre la pression. Parce que de toute façon, pour lui, c'est toujours là, il faut respecter un principe de réciprocité. Oui, mais ça marche quand en face de vous, vous avez un partenaire ou un adversaire qui est beaucoup plus faible que vous et que les décisions réciproques qu'il prendra ne vous impactera pas. Ce qui n'est pas le cas avec le Canada. Parce que les économies sont extrêmement complémentaires et liées. Et forcément, c'est vrai que le Canada aussi a appliqué des mesures de représailles. Moi, je pense que, je pense que le Canada a réagi à juste titre, d'ailleurs, de manière virulente. Et surtout le nouveau Premier ministre, parce qu'il y a un changement de main. Donc, il a été très clair. Il est même allé jusqu'à couper l'électricité, parce qu'il y a une partie qui part du Canada aux États-Unis. Mieux que ça, ces mesures, à moyen terme, vont avoir un impact inflationniste aux États-Unis
Et il va toucher, parce que le Canada importe beaucoup de produits alimentaires, notamment le jus de la Floride. Oui, mais vous avez vu ce qui s'est passé ces derniers jours. Ils enlèvent les produits américains, ils les remplacent par les produits canadiens. Donc, c'est une initiative spontanée des Canadiens. Bien sûr, bien sûr. Pris l'initiative de consommer localement et de boycotter les produits américains. Et mieux que ça, c'est Ali, d'après les analystes. Les agriculteurs de l'Amérique profonde, qui sont la base élective de Donald Trump, vont se retourner contre lui. Parce que leurs produits, ils ne pourront pas placer leurs biens de consommation. Et il y aura un impact inflationniste sur le citoyen américain. Ça explique peut-être justement parce que la raison pour laquelle il a reporté sa décision. Peut-être qu'il va l'annuler au final. Je pense qu'il va l'annuler, mais il a justifié en disant que maintenant le Canada ont mis un officier chargé parce qu'il y a une problématique, d'après lui, de drogue. Oui, mais ils avaient déjà accepté de mettre 10 000 agents à la frontière. Ça, c'est le Mexique. Le Mexique qui a déjà dépêché 10 000 soldats au niveau des frontières. Mais comme vous dites, c'est une stratégie agressive. C'est Trump, on le connaît tous. C'est une guerre. Voilà. Le style, c'est l'homme. Voilà. Maintenant, il a remis en cause tous les accords de libre-échange, tout ce qui a été signé. Et moi, personnellement, je pense que début avril, il va encore reporter le temps de voir plus clair. Qui vivra verra. On verra de quoi l'avenir est fait et ce que nous réserve Donald Trump d'ici les prochains jours. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Youssef Salihi, merci Moustapha Djei. Toujours un plaisir de vous recevoir et de vous accueillir dans cette radio. Il est 9h29. Après la pub, c'est Karim Dronet qui revient pour le journal de 9h30.